Dans le cosmos qu'est le monde de la joaillerie, les sujets sont nombreux et divers comme autant de galaxies qui gravitent ensemble dans le système planétaire joaillier que J'aime Genève a construit. Ce salon devenu événement culturel offre à ses exposants comme à ses visiteurs un ensemble de sujets d'exploration autour du bijou, des savoir-faire et des problématiques actuelles. Alors, je les ai rassemblés dans un univers, la 7e saison du podcast thématique de la joaillerie, Il était une fois le bijou. Pour cette émission, je vous propose d'explorer une nouvelle nébuleuse, celle de l'art déco, particulièrement d'actualité en cette année du centenaire de ce mouvement artistique. J'ai avec moi Violaine Bigot, la directrice du département patrimoine de Chaumet. Bonjour Violaine. Bonjour Anne. Alors Violaine, on va parler aujourd'hui d'art déco. T'es d'accord ? Je suis d'accord. Déjà, définis-moi s'il te plaît le cadre. C'est quelle époque vraiment l'art déco ? Il y a une date bien précise. Il n'y a pas de date précise pour l'art déco. On a tendance à dire que c'est années 20, années 30 et parler de l'exposition universelle des arts décoratifs de 1925 comme étant un petit peu le paroxysme. C'est un petit peu plus complexe que ça et on le voit dans les archives des différentes maisons et notamment chez Chaumet que le style art déco arrive avant cette exposition, avant les années 20. On a, dès les années 1910-1913, une évolution vers le style qu'on appelle art déco. Et en fait, on sait que les discussions pour une exposition universelle avaient commencé dès 1909-1910. Les premières dates devaient être de 1913. Ça a été décalé à cause des tensions politiques, reporté à 1914, annulé pour les raisons évidentes. Repoussé donc à nombreuses reprises, 1923, 1924 et finalement 1925. Mais donc ça faisait depuis longtemps que les joailliers se préparaient. Et le style qu'on perçoit, qui commence comme ça dans les années 1910-1913, il a été aussi un petit peu mis en pause à cause de la guerre. Et donc, il commence à peu près dans toute l'Europe après la guerre. Et est-ce que, du coup, il se développe après, jusqu'aux années 40 ? Est-ce que c'est ça, à peu près ? Donc, il va se développer un peu partout, en effet, en Europe. Légèrement avant la guerre, on a les prémices, et après la guerre. Paroxysme 25, en effet, c'est à son maximum. Et notamment parce que comme c'est une exposition universelle, on a envie de montrer un petit peu les exemples les plus poussés. Mais finalement, ce ne sera pas forcément l'art déco commercial qui sera acheté à ce moment-là. Et ensuite, on sent déjà, en fait, alors pas un déclin, mais une évolution de l'art déco. Dans les années 30, j'ai tendance à distinguer. On n'est plus exactement sur de l'art déco. On s'approche sur ce qu'on va appeler après du rétro. On n'est plus sur du 2D, on est sur du 3D. C'est beaucoup plus de volume, beaucoup plus de volutes, beaucoup plus de courbes, sans vraiment un changement. On distingue les années 20 des années 30. Et donc, le style art déco, est-ce que tu peux nous le définir ? Est-ce que, par opposition à l'art nouveau, qui serait la nature, le style art déco, ce serait la mécanique ou progrès ? Alors, c'est en effet la définition parfois qui peut être portée. Et c'est certain que l'industrialisation et les inspirations comme ça plus modernistes et de l'industrie et de la mécanique ont participé. Mais c'est quand même plus large. Il y avait en effet donc une réaction au mouvement de l'art nouveau, une réaction à cette inspiration très nature et à ces feuillages, à ces courbes, à ces couleurs. Donc on a voulu un style plus simple, plus épuré, mais dans art déco, il y a quand même décoratif. Donc il y a dans les années 20 notamment, beaucoup plus que dans les années 30, cet aspect de notion décoratif. Donc il va y avoir quand même les petits ornements, on va ajouter des petits motifs qui vont être inspirés pour le coup, beaucoup plus des cultures étrangères. Donc, on sent l'art déco aussi, une forte inspiration de l'Asie, notamment, mais pas seulement, aussi soit de la Gaule antique, ou bien de pays Afrique du Nord, ou de l'Égypte, ou autres, suite aux différentes découvertes et aux différentes ouvertures des marchés. Donc, on a un peu de mécanique via cette forme très 2D et très symétrique. On a énormément d'inspiration de cultures étrangères via des motifs très clairs, les motifs égyptiens, les motifs japonais, ça va être très clair, via des matières. Donc ça, c'est une des fortes inspirations et aussi tout simplement de l'évolution du style. La femme ne porte plus de corset, la femme porte des robes longues. Ça déjà, dès 1910, on voit des femmes qui ont des robes comme ça très fluides. Et donc dans les années 20, on a ces femmes qui ont un rythme de vie déjà très différent suite à la guerre, où elles ont dû prendre part dans la vie suite au départ des hommes pour la guerre. Donc on a un rythme de vie très différent, les femmes bougent, les femmes sortent et les bijoux vont suivre. Donc on a des sautoirs, on a des bracelets par centaines au même bras puisque les bras sont dénudés et on a ces objets qui sont entre bijoux et objets qui viennent accompagner la femme. Alors on a des tubes de rouge à lèvres qui sont des vrais bijoux,
des montres qui sont aussi des vrais bijoux qu'on peut glisser dans le sac, qu'on peut porter autour du cou, qu'on peut porter autour des poignets. Bien sûr, les petites, nécessaires à beauté avec, à la fois la poudre, ou bien pour les cigarettes. Donc c'est ces boîtes qui sont concentrées à la fois de tout ce que la femme pouvait avoir besoin pour sortir et en même temps concentrées d'inspiration et de savoir-faire. Et ça, c'est là où on voit souvent la concentration d'inspiration à la fois art islamique, art asiatique, tout mélangé, mélange culturel sur un même bijou. Tout cet ensemble, ça crée le style art déco. Ça crée le style art déco, c'est ça. Et chez Chaumet, est-ce qu'il y a eu du coup une évolution stylistique par rapport à ce style que tu viens de décrire? Alors, on a eu accès dès 1910 à l'Inde. En fait, on a été appelé par le Maharaja de Baroda en Inde en 1910. Donc, on est allé là-bas à leur demande. On avait déjà des clients indiens avant, les Maharajas. C'était des clients plutôt industriels indiens. Et donc, on a eu ce premier contact qui va être un premier choc de culture et de savoir-faire qui va participer aussi au style art déco via notamment les pierres gravées et des styles assez différents parce que les Maharajas donc, vont nous demander de ressortir leurs bijoux, mais sur un style plus parisien. Et on réalise qu'ils veulent quelque chose de très épuré. Donc, si on a en tête le collier des poires d'Indore avec ses 2 poires de 46 carats, c'est qu'un petit fil de diamant qui le retient. Et donc, on est un peu sur ces prémices art déco. Et donc, on va sentir déjà un petit peu ce style Chaumet avec ces bijoux très, 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 très simples, très épurés. Donc, dès les années 1910, où c'est vraiment des fils qui vont venir tenir la pierre. Je crois que je vois le collier dont tu parles, c'est-à-dire c'est un collier où effectivement on dirait une rivière, mais tous les diamants sont collés les uns aux autres, ce qui fait que donne l'impression d'avoir un fil où il n'y a que du diamant. Voilà, un fil de diamant. Qui se croisent avec 2 énormes gouttes, toutes simples en fait. 2 poires de 46 carats. Mais énormes, Oui, quoi. Voilà, c'est la simplicité qui va bien, quoi. Et tout à fait. Et donc, il y avait un petit peu d'art déco déjà là-dedans, en fait, dans cette volonté de simplicité et de symétrie. On sent vraiment dès 1910, dès 1913, cette volonté de simplicité et de symétrie, avec les motifs de stalactites, avec ces motifs de rayons qui prennent de plus en plus de place. Ensuite, on va avoir cette évolution. Je dirais que Chaumet, l'art déco, on l'a pensé aussi sur la manière dont on pouvait porter les bijoux. C'était des bijoux extrêmement transformables, les bijoux d'épaule, des bijoux, donc des sautoirs qui pouvaient se porter à la fois en bandeau, à la fois en bracelet, en bijoux d'épaule, en broche. La volonté aussi de changer un petit peu notre bijou phare qui était déjà à l'époque le diadème. Donc on va imaginer des diadèmes qui se portent beaucoup plus bas sur le front, qui ont comme des pendaisons en diamant qui reprennent la forme de l'oreille pour faire comme des franges sur le côté. Donc on vient repenser la manière dont on porte bijoux. La spécificité aussi de Chaumet dans l'art déco, comme pour les autres maisons, c'est soit tout blanc, soit très coloré. Mais les combinaisons de couleurs, ça va être assez différent de ce qu'on peut voir ailleurs. Donc, le bleu et le vert, c'est le nouveau classique. Donc ça, on va en voir beaucoup. Mais on va nous faire aussi beaucoup de mélanges autour du rose, violet, qu'on va associer à de l'orange, à du rouge, à du vert, à du noir, de manière très, très contrastée, très forte. Et c'est un des signes distinctifs, en effet, de Chaumet pendant l'art déco. Des bijoux d'épaule. Alors, parce que là, moi, j'en porte pas beaucoup et donc je vois pas trop ce que c'est. Alors, le bijou d'épaule, faut imaginer à peu près 10-15 centimètres, une broche tout en longueur, comme une cravate qui vient se poser sur l'épaule. Mais en fait, on a 10-15 centimètres qui tombent devant, mais aussi derrière. Ça vient recouvrir entièrement, en fait, l'épaule et une partie de bras. Et on pouvait venir le clipser sur la bretelle, en fait, d'une robe. Et c'est tout en diamant? Et ça pouvait être alors tout en diamant, souvent ça se terminait aussi par des gouttes émeraude, pouvait y avoir un petit peu de calibré rubis, calibré onyx, toujours ce même mélange. Je trouve que ça serait une mode à retrouver. Là, Ça serait ça m'irait très bien. Alors justement, on était en train, grâce à toi, d'effleurer la question suivante que j'avais posée, celle sur les matières. Donc, tu expliques que le bleu et le vert, c'est la nouvelle mode, ça devait être une révolution parce que théoriquement, ça va pas ensemble en fait. D'habitude, on installe les couleurs sur le disque chromatique avec les opposés. Et là, en fait, faire se succéder ces deux couleurs, c'est pas le tutti frutti, c'est autre chose. C'est simplement une combinaison de couleurs qui est nouvelle. C'est une combinaison de couleurs qui est en effet nouvelle et qui va devenir le nouveau classique, la nouvelle référence et qu'on va pouvoir faire soit avec saphir et émeraude, mais aussi avec du lapis et de la malachite. On va vraiment chercher un petit peu toutes les différentes pierres qui peuvent avoir ces associations et on va les mêler ensemble. Donc l'Art Nouveau Lalique en fait a déjà ouvert énormément la porte pendant l'Art Nouveau sur les nouvelles matières. On avait l'émail, on avait la galatite, enfin un petit peu des matières organiques. Tout devient sujet à un bijou. L'art déco va reprendre cette voie-là en continuant à ouvrir sur les matières organiques comme du corail, énormément,
Nous avons également, des matières venues, des inspirations étrangères, donc beaucoup de jade qui nous vient d'Asie et dans ces cas-là, par exemple, Chaumet, on achetait directement des plaques de jade gravées en Chine et on venait l'intégrer à des bijoux, soit à des sautoirs, à des boîtes. On venait imaginer un bijou autour de plaques de jade importées de Chine. Nous avons également, la laque, venue de inspiration du Japon, beaucoup de laque, beaucoup d'émaillage, de l'onyx, soit en petits points, pour ponctuer, soit vraiment c'est l'élément principal du bijou. Venu d'Inde, ça va être plutôt des techniques, mais ça va être l'utilisation des pierres gravées. On a des collections, feuilles et fruits, pareil, plutôt dans les années, 10 puis dans les années 20, en pierres précieuses gravées. Donc je pense que les premières qu'on a dû ramener, c'était d'Inde, mais en fait ensuite, on les gravait nous-mêmes dans notre atelier interne à la mode indienne. Donc est-ce qu'il avait ramené de son voyage le savoir-faire ou des lapidaires indiens? Est-ce qu'il les a formés des lapidaires parisiens par copie? C'est encore, des questions qu'on se pose, mais on voit dans nos archives qu'il a acheté des cabochons où il va décrire le cristal comme un cristal louche, très pris, très inclus et on voit le passage, dans notre atelier de lapidaire pour, finir gravé. Quand tu dis «il», c'est? Joseph. Joseph Chaumet, le directeur de la maison sur cette période-là. Justement, dans les ateliers, est-ce qu'on a, des signatures, qu'on a retrouvées? Est-ce qu'on a, des savoir-faire particuliers, qu'on recherche aujourd'hui et qu'on a oubliés? Alors, Chaumet, jusqu'à la crise de 1929, en fait, on a fonctionné quasiment exclusivement en interne. On avait nos ateliers de sculpture, d'orfèvrerie, de lapidaire, et bien sûr de dessin et de joaillier en interne. Pour les dessinateurs, on avait déjà un service de dessin qui récoltait les dessins des dessinateurs. On avait déjà des contrats d'exclusivité avec nos dessinateurs et on avait même 2 archivistes qui, s'occupaient de mettre tout cela en ordre. Donc on était très interne à la maison. Jusqu'à la crise de 29 qui nous avait frappé de plein fouet. Donc sur ces années-là, on va retrouver parfois quelques noms. On sait qu'on avait fait signer un contrat d'exclusivité avec, une femme dessinatrice qui s'appelle Yvonne Chazelle, qui fait un premier passage dans la maison, qui s'en va après et on voit en effet qu'elle se marie et en fait elle revient, sous son nom de jeune fille à nouveau. Donc on pense que le mariage a été malheureux et qu'elle est revenue travailler chez nous, mais on était ravis parce que ça a été une des femmes qui a fait dans le studio de dessin parmi les plus belles productions d'art déco. Les dessins en général n'étaient pas, signés parce que c'était des dessinateurs Chaumet et ils travaillaient dans le studio Chaumet. Mais de temps en temps, on pouvait voir un petit initial et dans ces cas-là, on prête vraiment attention à la main, au style et on essaye de réidentifier après. Et est-ce qu'au niveau du savoir-faire, il y a des techniques spéciales Chaumet? Tu dis que les bijoux se décryptent, se changent et cetera. Il doit y avoir des astuces, des secrets? Les secrets. Alors déjà, malheureusement, les bijoux Chaumet ne sont pas souvent signés, quasiment jamais numérotés. En tout cas, les numéros ne donnent pas grand-chose, comme indication, et parfois même pas poinçonnés. Donc peut-être que vous avez du Chaumet sans le savoir. Chaumet, donc pareil, c'était l'atelier, c'était tout interne. On voit parfois que certains joailliers avaient un peu leur propre spécificité. Donc on voit que par exemple beaucoup de bijoux très modernistes des années 30, c'était l'autre même joaillier qui les faisait. On voit que certaines chaînes assez audacieuses, plutôt en osmior, qu'en platine. Donc l'osmior, c'était un matériel qui était plutôt utilisé pour l'horlogerie à un moment, qui est un mélange, à la fois un peu de platine, un petit peu d'or, j'ai peur de dire des bêtises et ça qu'on a utilisé dans les années 20 et on voit que c'était en règle générale un peu le même joaillier également qui traitait cette matière-là pour les chaînes. Une des particularités, c'est que dans les années art déco, comme on était le joaillier de famille, les familles, parisiennes et au-delà, les clients vont venir vers nous avec leurs anciens bijoux pour les remonter en version art déco. Donc on va avoir des bijoux profondément art déco dans le dessin, dans tout, mais avec des pierres complètement taille ancienne. Et parfois, on associe avec des pierres qu'on sort nous de notre taillerie. Donc on va avoir, les grosses pierres anciennes, un peu patates, pleines de charme comme on aime et puis tout d'un coup le grand triangle, à côté, très vif, donc ça, c'est un peu une particularité de Chaumet et qu'on comprend par cette statue de joaillier de famille. Et après, les techniques, les mains, donc on avait bien sûr beaucoup de mille grains. Alors on avait développé dans les années 1904 du certi mystérieux, enfin le certi invisible, qu'on avait breveté en 1904. Dans les années 20, on l'utilise plus, mais on sent plutôt qu'on cherche encore des nouvelles techniques pour mettre en valeur les pierres, différemment. Donc on va imaginer des sertis, pour sertir la pierre au milieu, d'une autre pierre, voilà. Donc ou bien beaucoup de tubes d'améthyste. Là où d'autres maisons vont beaucoup utiliser le cristal de roche, nous on va utiliser l'améthyste, de la même manière, en tube poli ou dépoli. Plein de petites, voilà, singularités dans tous les sens. Alors, au patrimoine Chaumet, je suppose qu'il y a plein de pièces art déco vachement chouettes.
Combien il y a de pièces art déco et comme c'est l'année de l'art déco, est-ce qu'on t'a beaucoup sollicité, pour, les prêter, pour aller les exposer? Évidemment, on sait qu'on a fait l'exposition à Genève, mais je suppose que tu en as fait plein d'autres et est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Donc en effet, à Genève, on a pu prêter des bijoux, de la période art déco pour leur expo art déco. On est encore une collection, qui continue à grandir. La Patrimoine rachète des bijoux anciens depuis, longtemps en fait, même on le faisait pendant tout le XXe siècle de racheter. Par contre, au moment des différentes reventes de la maison Chaumet dans les années 87, 99 et cetera, on a dû se séparer d'une partie de ces collections-là et donc aujourd'hui, on a une collection complète qui fait plutôt dans les 350-400 pièces. Donc on continue à l'agrandir. L'art déco, on a une cinquantaine de pièces, mais comprenant l'horlogerie, les objets précieux et les bijoux. Donc on a prêté à Genève et on va prêter également au Musée des Arts Décoratifs, qui va faire une belle exposition pour l'anniversaire de l'exposition de 1925. Et puis nous, on va faire aussi des petites installations chez nous, chez Chaumet, mais en visite privée pour nos clients autour de l'histoire et notamment, bien sûr, de l'art déco. Et donc, est-ce que tu peux nous décrire les pièces qui sont le plus souvent demandées pour les expositions extérieures? Comment ça se passe? Est-ce que les gens viennent et disent: «Bah, tiens, j'aimerais bien emprunter ça» ou est-ce que c'est toi qui décides? Comment ça se passe? Il y a c'est en discussion quand c'est, en effet donc les gens, vont nous solliciter, nous demander, qu'est-ce qu'on a sur cette période. On va leur faire une sélection par rapport aux pièces qui sont disponibles, aux pièces, qu'on a envie de mettre en avant éventuellement et ensuite on en discute sur, est-ce qu'on peut, ou non le prêter? Quelles sont les conditions d'exposition, pour être sûr que la pièce, sera, en sécurité et ne sera pas altérée, pendant les manipulations. On donne de toutes les informations qu'on peut sur ces pièces-là, sur les matières, sur leurs dates, les éléments d'archives qu'on a pour donner du contexte et on peut aider dans ces cas-là également, à donner encore plus d'éléments s'il y a des rédactions de catalogues pour mettre, encore, plus en valeur et en fait, comprendre surtout d'autant plus, ces pièces-là. Je suppose que ces pièces dont tu parles, elles sont effectivement nickel, mais quand tu les trouves, peut-être qu'elles ont besoin de, je sais pas, de réparation ou autre. Est-ce que l'art déco, c'était fragile? Et comment on restaure ça? Alors, il y a certaines techniques qui vont être fragiles, donc tout ce qui était laque ou émail, c'est fragile. Donc ça nous arrive de devoir restaurer en effet certains éléments, en émail et en laque. Heureusement, il y a encore quelques personnes qui détiennent ce savoir-faire, mais c'est pas toujours évident. Après, en règle générale, sinon c'est des bijoux qui sont relativement solides et en fait, on va, pas repolir. Le mille-grain qui est tout usé, qui est devenu, beaucoup plus lisse, qui en fait, on le garde tel quel. Toutes les traces, sur les bracelets, qui montrent que, bah, la femme, les a portés, 7 à la fois, sur un poignet et qui se frottaient les uns les autres, on garde, parce que c'est ça aussi qui raconte leur histoire. Donc les restaurations qu'on va faire, on le fait vraiment de manière ponctuelle pour redonner, éventuellement, un peu plus d'intégrité à son bijou, le restaurer dans son intégrité, mais on ne va pas, enlever les traces du temps. Et en dehors de ces pièces, je suppose que tu as, des factures, des photos, des dessins. Ça doit représenter un fonds assez énorme aussi? Alors ça, à dire exactement ce qui correspond au fonds art déco, ce sera compliqué, mais en effet, donc on a déjà dans la collection, on a plus de 66 000 dessins et on a encore beaucoup de dessins du fonds art déco. On travaille en ce moment sur les restaurer chacun de ces dessins et les numériser, parce que c'était pas un fonds qui était très connu de la maison Chaumet. Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir et à montrer. Et les dessins, ça c'est merveilleux parce que c'est des belles traces en effet de la créativité. Nous avons des maquettes de ces périodes-là, beaucoup de maquettes de diadèmes, de colliers art déco que nous sommes aussi en train de restaurer. Nous avons bien sûr des factures, nous avons aussi des fiches d'atelier, des photographies, des dossiers d'exposition, parce qu'il y avait les différentes expositions à ces périodes-là, que ce soit à New York, à Paris, pour aller exposer les pièces. Voilà, donc on a toutes ces archives qui viennent raconter l'histoire de la maison dans cette période-là. Je suppose que tu sais qu'il existe des bijoux art déco Chaumet que tu as pas encore dans ta collection. Malheureusement, oui. Comment tu fais pour les trouver et quels sont ceux que tu aimerais, avoir? Alors, il y en a certains, on sait qu'on les aura jamais parce qu'ils sont dans des collections, privées et dans des collections, royales ou dans des collections, voilà, importantes, dans différentes cours d'Europe ou d'ailleurs. Donc parfois, on essaye de les demander en prêt. Parfois, on a des jolis refus où ils nous expliquent, qu'ils aiment porter leur diadème, art déco, Chaumet et que donc ils ne peuvent pas nous le prêter pendant 4 mois. Donc on accepte élégamment ce genre de refus puisqu'on est heureux de savoir que nos pièces sont encore portées. Ensuite, il y a les pièces, on sait qu'on les a produites par nos archives et on espère un jour retomber dessus. Et ça arrive de temps en temps, tout d'un coup, une vente aux enchères et on voit un bel objet qui ressurgit. Chaumet, c'est une chasse au trésor. Parce que même quand on vendait dans nos boutiques à Londres ou à New York
ou même quand on vendait via nos partenaires en Inde, en Asie, partout dans le monde, en Russie, on produisait à Paris. C'était notre atelier interne qui produisait exclusivement. Donc on a produit moins que d'autres maisons. En plus de ça, on avait la fâcheuse tendance à mal signer ou poinçonner. Ou il peut y avoir aussi voilà, quelques restaurations, quelques réparations qui vont faire disparaître des signatures. Donc, chômer, c'est une chasse au trésor. Faut suivre attentivement, mais c'est pas que par des alertes, parce qu'il faut suivre simplement aussi en regardant, parce qu'il peut y avoir des choses non signées où on sait que c'est de la maison. Donc, c'est les ventes aux enchères, c'est les salons, c'est des relations avec des marchands qui ont aussi un œil excellent et une très bonne connaissance de la maison. Et c'est les particuliers également. Ça va être aller chercher ces particuliers, ces familles qui pouvaient être nos clients dans les années 20, les années 30, les inviter, leur montrer nos archives et voir si éventuellement ils ont encore des pièces. Et dans ces cas-là, on propose des restaurations. Bon, s'ils ne sont pas vendeurs, il n'y a absolument pas de souci. Mais nous, en fait, rien que de savoir que les pièces sont encore là, pour nous, c'est incroyable. Et donc oui, on a comme ça, des pièces qu'on rêverait de retrouver. Alors justement, quel est ton Graal art déco sur lequel tu aimerais mettre la main? Avant même d'arriver chez Chaumet, j'avais en tête un des sautoirs qui a été présenté en 1925. Je me disais: «Mon Dieu, celui-ci, faudra le retrouver». Il faut imaginer ce sautoir plutôt chêne, diamant, qui est un peu resserré en son milieu, puis qui repart ensuite légèrement en ogive, centré par un diamant jaune d'une cinquantaine de carats, dans un entourage d'améthyste taillé et poli. On trouve également de l'émail orange. On a des touches de rubis, des touches d'onyx, des touches d'émeraude, tout ça sur un même sautoir. Donc on a une forme qui est emblématique de l'art déco avec ce sautoir. On a une pierre exceptionnelle avec ce diamant jaune jonquille de 50 carats. Une association de couleurs qui est à la fois vraiment audacieuse et en même temps tout à fait propre à Chaumet. Donc on avait tout. Donc celui-ci, je rêvais de le retrouver. Quand je suis arrivée et qu'on s'est penché sur la période art déco, j'ai demandé à une donc des archivistes qui travaillent pour nous, enfin responsable des recherches, qui s'appelle donc Alix Moreau, et je lui ai demandé est-ce qu'elle pouvait en fait faire une enquête sur tous les bijoux qu'on avait présentés en 1925, qu'est-ce qu'ils étaient devenus? Qu'est-ce qui avait été vendu? Qu'est-ce qui avait été démonté? Comment ça s'est passé? Parce que malheureusement, après 1925, on a des années assez dures qui arrivent. Il y a le krach boursier des années 29 et au fur et à mesure, il y a une raréfaction de la matière et qui ne va pas s'améliorant avec les tensions géopolitiques. Donc là où avant Chaumet ne démontait pas ses bijoux quand il ne les vendait pas, où c'était rarissime, on va se mettre à démonter pour réutiliser, même des pierres de pavage. Et donc on va se rendre compte, malheureusement, qu'il y a une partie de bijoux qu'on espérait retrouver, qui ont été démontés. Et malheureusement, ce sautoir en faisait partie. Alors ça a été voilà, un rêve qui s'est effondré. Le diamant jaune a été récupéré pour finir sur la main d'une des Dolly Sisters, l'icône, on va dire, de ces années art déco. Donc elle a une bague avec un diamant de 50 carats, un diamant jonquille. Donc ça avait été cette déception dans la quête du Graal. Et ensuite, oh là là, si je devais en choisir un autre, ça serait extrêmement complexe. On a fait des pièces égyptiennes qui sont assez fantastiques, que j'aimerais beaucoup retrouver. Des sautoirs avec des pierres gravées qui sont incroyables. Honnêtement, j'ai du mal, mais je dirais un diadème art déco sinon. Si je devais choisir une pièce, ce serait un de nos diadèmes art déco. Donc avec ces formes qui sont presque ceux de Wonder Woman, donc les bandeaux très proches du front, souvent diamants et pierres de couleur. En fait, on a des diadèmes depuis 1810 dans la collection jusqu'à aujourd'hui. On a de la Belle Époque, on a un peu des années 60, donc ça m'intéresserait de voir le diadème art déco. Un très bel exemple de diadème art déco, ça serait chouette. Je suis sûre que ça t'irait très, très bien, en fait. Chaumet, c'est une maison aujourd'hui qui n'est pas forcément connue pour l'art déco. Quand on pense art déco, on pense pas forcément à Chaumet. Or, on est allé très loin dans l'art déco, dans l'innovation, dans la créativité. On a fait vraiment de l'art déco fort et assumé. Ensuite, c'est vrai qu'on est revenu assez vite à notre première inspiration, qui est plutôt la nature. Que ce soit voilà, les végétaux, que ce soit dans les animaux, ou ce qu'on voit dans le ciel ou dans la mer. Mais la période art déco, je trouve que c'est une période qui est très forte et très belle et que je serais ravie qu'on puisse un peu la redécouvrir et la refaire découvrir aux autres. Parce que ça montre cette audace qu'on a eue, cette créativité très forte. Et ça montre qu'on a été présent en fait sur chacune des périodes. On n'a pas eu un creux entre Joséphine et aujourd'hui. on a été présent et présent de manière vraiment déterminante en fait pour la joaillerie, notamment pendant la période art déco. Merci beaucoup Violaine et à bientôt. Au revoir Anne. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux dans 3 podcasts.
les semaines suivantes, je vous retrouverai aussi sur le podcast Brillante et le podcast Le Bijou comme un bisou. Faites-moi plaisir, soutenez les podcasts en mettant des avis, des pouces, des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. N'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux et à mettre de gentils commentaires sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou et de J'aime Genève. À tout bientôt.